avec cette réforme des retraites, nous demandons un effort aux Françaises et aux Français, qui consiste à travailler un peu plus pour garantir le système par répartition. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des grands débats. Pendant une heure, nous allons revivre ensemble l'examen d'une des grandes lois de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, ici à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la mère des batailles, la réforme des retraites. Annoncée pendant la campagne présidentielle, cette réforme fait partie des priorités du président réélu. Après un temps de négociation à l'automne 2022, la réforme est officiellement lancée le 10 janvier 2023 par la Première ministre Elisabeth Borne. Nous voulons le dialogue, nous l'avons montré ces derniers mois, nous sommes ouverts à la discussion, nous la voulons et nous savons ce qu'elle apporte. Cette présentation n'est donc pas un point final. Nous sommes prêts à faire encore évoluer notre projet et cela sera possible grâce à un débat parlementaire loyal et constructif. La loi prévoit 3 mesures principales. Le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, la suppression des régimes spéciaux et la revalorisation des pensions minimum. Pour faire passer ce texte, le gouvernement va avoir recours à une procédure particulière, une loi de financement de la sécurité sociale qui va lui permettre de limiter le temps de débat au Parlement. À l'Assemblée nationale, les députés ne vont ainsi avoir que 20 jours en première lecture pour examiner la réforme. Un temps de débat qui va mettre l'hémicycle sous tension. Les débats débutent le 6 février 2023 dans une ambiance d'emblée électrique. Monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, cher Gabriel et cher Franck, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Seul le ministre a la parole. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui? Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça? Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Nous y sommes et quand bien même vous ne le voudriez pas, nous y sommes. Nous sommes là après plusieurs années de débat, des mois de concertation nourris, des engagements présidentiels clairs. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre. Je fais tous mes efforts, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je le disais il y a un instant, nous y sommes. La question des retraites, nous en parlons depuis des années. Nous avons ouvert une concertation nourrie il y a plusieurs mois. Des engagements présidentiels clairs ont été pris. Et donc, aujourd'hui, nous réformons nos retraites. Je suis très fier de présenter au nom du gouvernement ce projet de loi qui assure l'avenir du système de retraite et qui participe aussi à notre objectif de plein emploi. Mesdames et Messieurs les députés, cette réforme, elle concrétise les engagements du président de la République. Il avait fait la promesse de ce chantier, aussi difficile que nécessaire. Et cette promesse, nous la tenons aujourd'hui. Cette réforme, j'y crois profondément. J'y crois profondément car je crois profondément à la légitimité des urnes, celle du président de la République, celle comme de chacun et chacune des députés. Je sais pertinemment que tous ceux qui l'ont élu ne l'ont pas tous fait pour soutenir cet engagement d'abord. Mais cet engagement du président de la République est un engagement clair qui participe de l'action du gouvernement, qui manifeste à nouveau son esprit de responsabilité, qui manifeste aussi avec cette réforme que cela n'était pas un projet caché, qu'il n'y a pas de tromperie, que le président de la République l'a annoncé, l'a dite, l'a assumé, et nous avec lui. Cette réforme était d'ailleurs au cœur de la déclaration de politique générale de la Première ministre, devant vous cet été, et déjà avec ses principes de progressivité et de différenciation. Je veux vous dire aussi que je crois profondément qu'avec cette réforme, nous nous inscrivons dans la poursuite de la transformation du pays,
et de l'amélioration de notre modèle social. Ces réformes que nous portons depuis 5 ans. Nous le savons et vous le savez, nous avons été élus pour débarrasser les Français des contraintes obsolètes, des corporatismes, pour fluidifier la société, pour assécher les rentes, pour continuer de battre en brèche les déterminismes et pour mettre un terme aux assignations à résidence. Et pour tout cela, nous avons une conviction. Cette conviction, c'est celle de la majorité, mais c'est aussi la conviction bien au-delà de tous les bancs. Nous pensons que le travail est la meilleure des armes, le meilleur outil, le meilleur levier pour donner de l'autonomie, de la dignité, pour lutter contre la pauvreté et pour financer notre modèle social. Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, en vérité, la politique, c'est prendre ses responsabilités pour soi et pour les autres. C'est donner une direction à l'action collective, c'est le faire dans un cadre républicain. C'est ce que je vous propose de faire avec ce texte et je compte sur vous pour qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de cet enjeu. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les députés. Nous voilà à l'heure des choix. Nous voilà à cet instant où vous avez, vous, parlementaires, à vous saisir d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale permettant de garantir l'équilibre et donc la viabilité de notre système de retraite. Nous voilà à l'heure où, sur l'intérêt électoral, il faudra faire primer l'intérêt général. Défendre l'intérêt général, ce n'est rien de moins que défendre les Français, agir et œuvrer pour eux. Et parfois, c'est le faire en allant contre son propre intérêt politique ou partisan du moment, contre sa popularité de l'instant, en privilégiant l'action et le mouvement plutôt que le surplace et la facilité. Nous voilà à l'heure des choix, je le disais. Le choix entre l'intérêt général et l'intérêt électoral, le choix entre le courage et la facilité, le choix entre la vérité et la dissimulation. Eh bien, le choix de cette majorité, de ce gouvernement, c'est celui de dire la vérité et d'agir pour permettre à 20 millions de Français de pouvoir compter sur une pension de retraite financée par la solidarité nationale. Le voilà le choix qui est le nôtre, le choix sur lequel nous vous proposons de débattre à compter d'aujourd'hui. Après la défense du texte par le gouvernement, les oppositions vont tirer leurs 2 premières cartouches. Le Rassemblement national et la France insoumise vont défendre des motions pour interrompre l'examen du texte. Alors je vous indique que je suis saisie par Madame Mathilde Panot et les membres du groupe La France Insoumise d'une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues. Pourquoi avons-nous été élus? Nous examinons une réforme des retraites haïe par 80% des Français, 93% des actifs. Tous les syndicats sont contre. Près de 3 millions de personnes ont défilé dans les rues, mais vous souhaitez passer en force. Pourquoi avons-nous été élus? Pas pour brutaliser le peuple, Monsieur le Ministre. Pourquoi avons-nous été élus? Pas pour discuter en 9 jours seulement de la vie actuelle et future de millions de Français. Avec cet article 47.1, vous détournez la Constitution, vous piétinez la démocratie parlementaire. Ce sera 50 jours de débat en tout, avec la possibilité d'utiliser le 49.3 ou d'adopter le texte sans vote et par ordonnance. Monsieur le ministre, votre jusqu'au-boutisme a quelque chose de forcené. Vous barricadez toutes les issues et espérez solder le bras de fer dans l'hémicycle. Mais ces murs ne sont pas assez épais pour vous protéger de la colère qui s'élève au dehors. Et pendant l'examen du texte, les Français n'en auront pas fini avec vous. Avec cette motion de rejet, nous vous donnons l'occasion d'arrêter le chaos délibéré. Le vote de cette motion de rejet ne fera pas plus de vous un insoumis qu'un membre de la NUPES, mais un simple opposant à la réforme de retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron, un simple opposant au vol organisé de 2 ans de vie, comme la majorité des Français. Votons en conscience, gardons à l'esprit que le peuple nous regarde.
honorons le mandat que nous avons reçu de lui. Je mets aux voix la motion de rejet préalable. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 243, contre 292. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. J'ai reçu en application de l'article 122 du règlement une motion tendant à proposer de soumettre au référendum le projet en discussion. Donc la parole est à monsieur Sébastien Chenu pour présenter la motion. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, j'allais dire Madame la Première ministre, mais elle ne nous fait pas la grâce de sa présence. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Enjeu central d'une société, une réforme des retraites doit être débattue à la lumière du sort qu'elle réserve à ceux qui ont contribué le plus durement à construire notre pays. Notre modèle social a ainsi permis l'amélioration des conditions de vie des retraités jusque dans les années 90, mais mis à mal par les dernières réformes néolibérales, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La réforme des retraites qui est devant nous aujourd'hui est refusée par une majorité de Français, combattue, et pour une simple et bonne raison, elle est profondément injuste. Sa logique comptable, sa boussole idéologique, qui se soumet à une demande de l'Union européenne, amènerait ainsi ceux qui ont travaillé plus tôt, plus dur, plus longtemps, à contribuer plus fortement que les autres. Vous êtes, chers collègues, des adversaires politiques avant ce vote et vous le demeurerez après ce vote. Mais vous allez devoir faire preuve d'une liberté intérieure et personnelle, de cette forme de courage que préféreront toujours les Français aux manœuvres d'arrière-boutique. Comment, chers collègues, revenir en circonscription en assumant de priver les Français de choisir leur avenir? Comment être crédible alors même que nos textes nous livrent sur un plateau un outil qui permet ce choix? Chers collègues, je vous le répète, ne laissons pas les futiles batailles politiciennes entacher la liberté de notre peuple à s'opposer de lui-même à cette réforme, à disposer de son avenir. Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai toutes, proclamait Robespierre. Écartons nos divergences, relevons ce défi du référendum, faisons valoir nos différences devant les Français et faisons confiance à nos compatriotes pour trancher. À eux le dernier mot. Devant le choix des Français, inclinons-nous. Je vais donc mettre aux voix cette motion référendaire. Tout le monde a pu regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 101, contre 272. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Les motions ayant été rejetées, à l'issue de la discussion générale, les députés entament l'examen de la loi. Problème, les députés d'opposition, en particulier de gauche, ont déposé une montagne d'amendements, 20 000 au total. Dès le début et l'article 1, les débats s'enlisent ainsi sur la question des régimes spéciaux. Le fait qu'aujourd'hui, les régimes spéciaux tels qu'ils existent sont avant tout les fruits d'une histoire. Les fruits d'une histoire qui ont parfois été rappelés, des époques qui parfois ont justifié que certaines professions puissent faire l'objet d'une protection particulière, mais qui aujourd'hui ne se justifient plus. Et qui ne se justifient plus notamment par les coûts que cela peut représenter. Merci, Monsieur le Président. On n'est pas bien là dans l'idéologie pure, absolue, totale. Détendu du service public, tranquille. Allez, on supprime les régimes spéciaux uniquement pour ceux qui arrivent. Aucun effet sur la retraite. En plus, les gens qui bénéficient des régimes spéciaux surcotisent. Donc, aucun effet sur les financements de la retraite. Mais de l'idéologie pure, absolue. La RATP manque de chauffeurs. On n'arrive pas à prendre les métros. Elle est au bord de la rupture. Allez hop, on y va, on casse des droits sociaux. L'amendement que nous défendons vise donc à maintenir le régime spécial des retraites des secteurs de l'industrie électrique et gazière que vous souhaitez supprimer, alors même que ce régime est excédentaire.
Partout en France, ce sont près de 140 000 salariés qui assurent la construction et la maintenance des unités de production d'énergie et qui commercialisent ou distribuent l'électricité et le gaz. Comme l'a démontré la pandémie de Covid-19, ce sont des emplois vitaux pour le quotidien de nos concitoyens et pour l'économie nationale. Il est donc nécessaire de valoriser et de fidéliser leurs compétences. La préservation de ce régime spécial est d'autant plus importante que nous avons impérativement besoin de rendre attractifs les métiers relevant du secteur de l'énergie. Les salariés de l'industrie électrique et gazière sont attachés au service public. Ils ont le sens du service public car ils interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Et ils ne s'en plaignent pas, ils aiment leur travail. Ils le font avec plaisir. Ils le font même de génération en génération, car chez eux, comme chez les cheminots, c'est une vocation d'être gazier ou d'être énergéticien. Ils sauvent des vies. Ils sauvent des vies quand ils interviennent pour aller réparer une fuite de gaz dès qu'elle est révélée. Ils ont y compris le sens de l'humanité, parce que parfois, ces hommes et ces femmes s'en vont rétablir l'électricité et le gaz à des familles à qui des entreprises privées leur ont coupé cette énergie pendant la trêve hivernale. Et c'est ce qui s'est passé cet hiver. En dehors de la loi, en toute illégalité, eh bien, eux, ils rétablissent ces gens dans l'électricité. Ce sont les Robins des Bois de l'énergie. Oui, eux, ils ont le sens de l'humanité. Le Rassemblement national qui est attaché au fait que les Français, on n'aille pas leur chercher de l'argent dans les poches. Ce sont, Madame Le Pen, tous les Français qui payent le régime spécial des salariés des EIG. C'est ça la vérité. Alors, chers collègues, on reconnaît leur travail, on reconnaît la pénibilité, on ne baissera pas leur pension, simplement, comme les autres, ça sera la clause du grand-père. Nous parlons d'un régime qui a aujourd'hui 140 000 cotisants et 175 000 pensionnés, ce qui explique le déficit. Et il est assez simple d'afficher un excédent. Afficher un excédent de 120 millions quand le régime bénéficie d'une taxe affectée d'1,7 milliard, c'est plus facile d'être un excédent quand on a 1,7 milliard de taxes affectées payées par les consommateurs sur chaque facture que quand on n'a pas de taxes affectées. Et donc il y a une volonté d'équité, Madame la rapporteure l'a dit, pour le flux. Le flux, c'est 4 600 embauches par an. Et il y a une volonté à terme, évidemment, de retrouver du pouvoir d'achat en supprimant les taxes affectées. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'avis est évidemment défavorable à ces amendements de suppression. On vient de perdre une heure de débat, une heure de la responsabilité de l'obstruction de la NUPES. Est-ce que vous vous demandez sérieusement à quoi vous servez? Est-ce que vous, le matin, vous avez le sentiment d'être utile aux Français, d'être utile au débat, d'être utile sur la réforme des retraites? Vous nous empêchez de débattre du fond du sujet. Vous êtes encore une fois les alliés de la Macronie. Vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, vous êtes dans des amendements identiques. Même les exposés sommaires sont identiques. Alors je sais que vous défendez le droit à la paresse. Le droit à la paresse, on le voit. Toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes amendements. Vous ne servez strictement à rien. Nous allons donc, je vais mettre aux voix l'article 1er. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 346, exprimé 344, majorité 173, pour 181, contre 163. L'Assemblée nationale a adopté. Alors que les débats s'enlisent, un épisode va encore ralentir leur rythme. Une photo publiée par un député de la France Insoumise sur les réseaux sociaux va susciter une vague de réprobation dans l'hémicycle. Messieurs les ministres, calmez-vous, collègues, il n'y a pas de ballon ici.
soyez pas étonné, mon cher collègue, soyez pas étonné. Je suis très impartial. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Porte, je crois que l'hémicycle vous demande des excuses. Madame Aurore Berger, la présidente Berger, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Sur le fondement aussi de l'article 70-5, nous ne laisserons passer aucun comportement qui dégrade notre Assemblée nationale. Aucun comportement. Nous exigeons des excuses de votre part pour les propos que vous avez eus, l'attitude provocatrice qui est la vôtre. Nous ne laisserons rien passer, jamais. La parole est au président Marcangeli pour un rappel au règlement. Merci. Sur le fondement de l'article 70, mon cher collègue, je respecte vos convictions. Elles sont respectables. Mais vous devez retirer ce tweet. C'est obligé. Vous ne pouvez pas poser avec votre écharpe. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça pour la solennité des débats dans cette maison. Vous ne pouvez pas faire ça pour les idées que vous défendez. Vous n'avez pas conscience de la violence de cette image. Et c'est grave. Soyez humains, soyez responsables, soyez démocrates. Retirez votre tweet. Je vous remercie. Monsieur Porte, est-ce que... Non, allez-y, allez-y alors. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà. Je vous indique que compte tenu de ce qui est en train de se passer dans l'hémicycle, de l'absence d'excuses de Monsieur Porte qui provoque manifestement un tumulte dans cette Assemblée, je convoque un bureau immédiatement. Et Monsieur Porte, donc vous y êtes convoqué également pour y être entendu. La séance est suspendue. Après cet épisode et une très longue suspension de séance qui aboutira à des sanctions contre les députés, l'examen reprend et les députés peuvent enfin voter l'article 1 qui supprime les régimes spéciaux. Ils en viennent alors à l'examen de l'article 2. Ils ont déjà consommé 4 jours de débat, un article qui concerne l'emploi des seniors. Article 2. Alors j'ai des inscrits à l'article. Madame Faucillon pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Nous allons commencer à aborder cet article 2 que nous pourrions renommer l'article écran de fumée. Par cet article, vous proposez la création d'un gadget aussi inutile qu'inefficace. Vous le savez, ces outils inopérants auxquels nous sommes maintenant habitués venant de vous n'ont que très peu, voire aucun effet. Nous n'avons qu'à regarder l'index parité femmes-hommes que vous avez créé en 2018. D'après les chiffres de votre propre gouvernement, avant sa mise en place, nous étions à 25% de parité vis-à-vis des rémunérations entre les femmes et les hommes. Avec l'index, 27%. Cela ne fonctionne pas. Même chose avec les obligations d'emploi des travailleurs handicapés. Alors qu'il existe des sanctions financières, seuls 29% des entreprises, selon la DARES, respectent leurs obligations en matière d'embauche de travailleurs handicapés. Pire encore, toujours selon la DARES, 31% des entreprises n'embauchent aucun salarié handicapé. Et le comble avec cet index senior, c'est que les sanctions prévues par cet article ne s'appliquent pas aux entreprises qui ont de mauvais résultats, mais seulement aux entreprises qui ne publient pas leurs résultats. Il a 2 objectifs, de mon point de vue. Il a d'abord l'objectif de responsabiliser les employeurs. Cette responsabilisation, elle passera par la publicité des résultats. La deuxième finalité de cet index, et j'en termine avec cela, c'est de permettre à toutes celles et tous ceux qui sont au chômage et qui ont dépassé un certain âge de mieux chercher et de cibler les entreprises qui jouent le jeu de l'emploi des seniors. Ça, c'est un élément très important et j'espère que l'index permettra également d'atteindre cet objectif. Des propositions très concrètes émanent soit de cette Assemblée, soit d'instituts divers et variés. Pourtant, ce n'est pas
la bonne façon d'étudier la question des retraites. La question de l'allongement de la durée de vie active est l'enjeu de toute réforme des retraites. Il y a des freins, il y a des blocages, il faut en sortir. Une personne sur deux prend sa retraite alors qu'elle est sans emploi dans notre pays. Ça doit être une cause majeure, une cause politique qui doit nous rassembler. Et dans ce texte portant sur les retraites, nous avons quoi comme réponse? Un index, un indicateur de la pratique ou pas des entreprises. Monsieur le ministre, sur un sujet comme celui-ci, il faut des moyens. Un océan de tracasseries administratives. Vous avez bien résumé les choses, monsieur le ministre, parce que a-t-on vraiment besoin de faire peser encore un peu plus de contraintes sur nos entreprises? Je vous rappelle, quand elles ont du mal à payer leurs factures d'énergie, leur imposer de cette contrainte administrative supplémentaire d'un index des seniors, ça ne me semble pas forcément une très très bonne idée. Je suis de cette génération concernée au premier rang par votre réforme et je suis en colère. Aujourd'hui, entre 50 et 60 ans, mes amis, les gens de mon âge, redoutent de perdre leur emploi quand ils en ont encore un, redoutent de grossir à court terme les rangs des 40% de travailleurs seniors hors de l'emploi, malgré leur dévouement et leurs compétences. Est-ce qu'un index de l'emploi des seniors est une démarche utile? Oui, car elle va donner de la visibilité médiatique à ce sujet, notamment pour les plus grosses entreprises. Est-ce que l'index tel qu'il est prévu est suffisant? Nous ne le pensons pas au groupe démocrate. Il doit être incitatif, car on ne peut pas passer d'une période où on se servait de l'emploi des seniors comme d'une variable d'ajustement à une période où ça serait coercitif. Il faut être incitatif. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'on fait lorsqu'une entreprise a satisfait ses obligations de publicité, lorsqu'il y a eu une négociation mais qu'il n'y a pas d'amélioration de la situation, qu'il n'y a pas de mise en place d'actions correctrices. Dans ce cas-là, nous prévoyons des mesures de sanctions, des mesures coercitives, avec des actions obligatoires ou des sanctions financières qui seront fixées par décret. Et il y a dans cette question des seniors le point central de la question. Vous allez retirer les 2 meilleures années de vie à la retraite, celles où on est encore en bonne santé, pour les substituer par les 2 années les plus difficiles de l'âge actif, puisqu'on s'y retrouve une fois sur 2 dans une situation de précarité et de non-emploi. En réalité, vous prenez les choses totalement à l'envers, puisque la loi que vous nous promettez devrait être, en réalité être une loi qui précède éventuellement une réforme des retraites. Parce que si on augmente le taux d'emploi des seniors de 10%, il n'y a plus besoin de faire votre retraite. L'index senior, donc, ainsi que l'obligation de négocier un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, ne concernent que les entreprises de plus de 300 salariés. Dans un premier temps, c'était même 1000. Donc ces entreprises ne représentent que 39% des salariés du secteur privé. Donc on propose de baisser le seuil de 300 à 50 dans cet amendement. Pourquoi est-ce que nous retenons cet index à partir de 50 ? Parce que c'est le seuil au-delà de laquelle nous ne sommes plus dans une petite entreprise. Nous commençons à être dans une moyenne entreprise. Et nous devons finalement faire un choix entre 2 seuils, 50 et 300. 50 et 300 parce que 300, dans le Code du travail, c'est le seuil à partir duquel il existe un certain nombre d'obligations légales en matière de dialogue social, et la lisibilité commande plutôt de choisir entre un seuil à 50 et un seuil à 300, plutôt qu'aller chercher un seuil qui a une identité essentiellement économique autour de 250. Voici le résultat du scrutin. Votants 379, exprimé 368, majorité 185, pour 272 contre 96. Il est adopté et il fait tomber les amendements suivants. Cette réforme, elle augmente presque automatiquement le taux d'emploi des seniors. On l'a vu en 2010, on a un exemple, voilà, le taux d'emploi des seniors, il a évidemment augmenté et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la France et je pense que c'est une bonne chose d'une manière générale pour le pouvoir d'achat des Français. Donc votre index senior, ça n'est qu'une feuille de salade dans un plat et au fond, ça ne change strictement rien au goût du plat. C'est juste un décor pour nous faire croire qu'il y a la moindre contrainte sur les entreprises, alors que profondément, il n'y en a que sur les salariés et sur leur corps. Alors que les débats durent, un nouvel épisode va encore les ralentir. Intervenant pour évoquer la question des accidents du travail, le député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Houl, va susciter une vague d'indignation dans l'hémicycle. Et puisque vous avez voulu parler des morts du travail, je vous donne les chiffres, parce que vous avez menti encore une fois, et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays.
Chers En 2018, il y en avait 562. En 2019, il y en a eu 733. Et je ne compte pas les accidents de la route, évidemment. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Chers collègues, alors... Chers collègues, ne hurlez pas. J'ai entendu. Ne hurlez pas. Je suspends 2 minutes. J'ai des demandes de rappel au règlement. Je vais y donner évidemment accès. C'est la présidente Berger pour le groupe Renaissance qui va s'exprimer en premier. J'espère qu'évidemment des excuses claires et sincères seront présentées, mais vous savez, pas des excuses, je m'excuse, mais non, des excuses, point barre. Je voudrais dire aussi qu'il faut ici défendre avec conviction, avec passion, parfois avec colère, ce à quoi l'on croit, mais jamais avec des mots qui peuvent blesser ou heurter. Les mots ont un sens et ne peuvent pas, dans cet hémicycle, être utilisés à la légère. Donc oui, ce n'est pas une expression qu'on peut utiliser. Ici, aucun de nous n'est un assassin. Au nom des députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus, et j'ajouterai à titre peut-être plus personnel que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Je le dis. Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Évidemment, l'ensemble de mon groupe souhaite apporter son soutien à Olivier Dussopt, qui a été très certainement marqué par cette injure très grave et très lourde. Vos idées sont respectables. Votre combat est respectable, même s'il n'est pas partagé de part et d'autre de cet hémicycle. Mais de grâce, réfléchissez au poids des mots, réfléchissez à ce qui est ressenti par les Français en dehors de cet hémicycle. On ne peut pas impunément traiter un ministre, un élu, un homme, une femme d'assassin parce qu'on n'est pas d'accord avec lui sur la réforme des retraites. Je vais proposer à notre collègue Saint-Toul de prendre la parole. Dans le silence, voilà, on s'écoute. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, je souscris en réalité pleinement aux propos du président Marc Angeli. J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre, et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. La seule chose qui compte pour moi à cette heure, c'est que la réforme puisse être examinée et que nous puissions aller au fond des choses et au fond des sujets. C'est la seule chose qui me concerne, c'est la seule chose qui me préoccupe. Monsieur le député, j'entends vos excuses. Elles ont le mérite d'être présentées et elles permettent au débat de se poursuivre. Depuis une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. Après ce nouvel épisode, les débats reprennent enfin sur le fond du texte. Alors que la perspective d'examiner l'article 7 et le report de l'âge légal s'éloigne, les députés entament un débat sur l'une des mesures phares de la loi, les pensions minimum. Messieurs les ministres, ce matin, avec mon collègue Cyril Isaac-Sibyl, je me suis rendu comme coprésident de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale à la direction de la sécurité sociale.
Cette visite inopinée était motivée par vos déclarations de la veille, Monsieur le Ministre, selon lesquelles le nombre de personnes bénéficiaires des 1 200 €, vous aviez, disiez-vous, une prévision qui vous était communiquée, qui vous était arrivée la veille et qui vous indiquait que 40 000 personnes allaient en bénéficier. Un mois auparavant, le 15 janvier, c'était 200 000 nouveaux retraités qui allaient bénéficier de ce minimum de pension. J'ai donc souhaité aller à la source et questionner la direction de la Sécurité sociale pour savoir d'où venait ce chiffre. La direction de la Sécurité sociale, et je tiens à remercier les hauts fonctionnaires de qualité qui ont répondu avec franchise aux questions que nous posions, ont répondu qu'ils n'étaient pas à l'origine de ce chiffre et qu'ils ne savaient pas eux-mêmes d'où venait ce chiffre. J'ai fait la même demande auprès du directeur général de la CNAV, que je rencontrerai y compris tout à l'heure, et la CNAV me dit qu'elle n'a pas transmis ce chiffre. Alors, Monsieur le Ministre, la question est simple. D'où vient ce chiffre qui est divisé par 4 entre le 15 janvier et le 15 février et qui sera peut-être à 10 000 le mois prochain. Par contre, un chiffre a pu m'être communiqué sur ma demande par la direction de la Sécurité sociale. C'est le nombre de personnes qui vont bénéficier des 100 €, c'est-à-dire du maximum possible de la revalorisation. Et pour la génération 62, l'année prochaine, le chiffre précis qui a été communiqué est de 13 289 personnes qui bénéficieront de cette revalorisation à 100 €, c'est-à-dire 1,7% des retraités. On ne peut pas avoir de bons débats si les informations qui sont transmises aux parlementaires ne sont pas des bonnes informations. Et donc, vous devez maintenant préciser les chiffres réels du nombre de bénéficiaires de la retraite à 1 200 €, les sources de ces chiffres, comment ils ont été calculés, et vous devez répondre aux différentes questions qui sont posées par le parlementaire. En réalité, M. Gage, vous n'avez rien dit de nouveau. Rien de neuf. Par contre, vous avez oublié de dire un certain nombre de choses. Et je vais redire les chiffres que j'ai déjà eu l'occasion de donner. Nous avons en France 17 millions de retraités. Sur ces 17 millions de retraités, 200 000, pardonnez-moi, je reprends. Sur ces 17 millions de retraités, 1 800 000 vont voir leur revalorisation, leur pension revalorisée grâce à la mise en place du minimum de pension. Et sur ce 1 800 000, 900 000, 50%, vont avoir une revalorisation comprise entre 70 et 80 € par mois. Mais vous êtes tellement déconnecté de la réalité que vous pensez que pour une petite pension, 70 à 80 € par mois, c'est pas beaucoup. Nous avons chaque année 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités, grâce au minimum de pension, 200 000 vont avoir une pension plus importante que prévu. Et j'ai dit sur une radio qu'en 2030, 40 000 retraités supplémentaires atteindront les 1 200 € et je le maintiens. Tout comme je maintiens que si pour la génération 62, la revalorisation maximum pour la génération 62 en 2024, c'est effectivement 13 000 personnes. Vous savez que pour la génération 72, ça sera 40 000 personnes. C'est dans l'étude d'impact. La réalité, M. Gage, c'est que vous perdez les pédales depuis quelques jours maintenant. Vous avez reconnu, après des semaines à nous avoir expliqué qu'il n'y avait pas de déficit, vous avez reconnu qu'il y a un déficit. Vous ne savez plus comment faire. Vous avez mis toute la coalition autour de la France insoumise dans l'embarras. Vous ne savez pas comment vous refaire la cerise. La réalité, c'est que vous cherchez un petit prétexte pour voter contre l'augmentation des petites retraites. Monsieur le ministre, vous m'avez dit il y a quelques instants que je perdais les pédales. Je vais vous dire, monsieur le ministre, et les yeux dans les yeux, je vais vous poser une question. Pouvez-vous me dire quand avez-vous eu communication et par qui d'informations à l'appui desquelles vous indiquez 40 000 personnes qui bénéficieront? Deuxième chose, vous avez dit pour la première fois tout à l'heure que c'était à l'horizon 2030. Sur France Inter hier, vous n'avez jamais prononcé le chiffre de 40 000 personnes à l'horizon 2030. Et troisième chose, le chiffre de 40 000 en effet de la génération 72, c'est pour le maximum de 100 €. Ça ne dit pas le nombre de personnes qui seront à 1 200 €. Et je termine par là, la DSS ce matin, en me donnant ces informations, m'a indiqué qu'elles vous avaient été transmises à la mi-janvier et certainement pas avant-hier soir. Donc je repose ma question, les yeux dans les yeux, vous avez dit « j'ai eu des prévisions transmises hier ».
pouvez-vous nous dire quelle administration et quand vous a transmis les prévisions à l'appui desquelles vous indiquez que ce sera 40 000 personnes? Un mot, peut-être, je cherche Monsieur Gage, en tout cas je cherche ses yeux. Mais d'abord pour retirer une expression malheureuse parce qu'elle était un peu grossière et j'en suis désolé. Donc je la retire si vous le voulez bien. La deuxième chose, c'est que je ne retire rien de ce que j'ai dit. Monsieur Isaac Sibyl vous l'a dit, je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. Et si vous aviez lu le député Isaac Sibyl vous a répondu. Et par ailleurs, si vous souhaitiez avoir ces renseignements, vous aviez, comme vous l'avez dit, qu'à ouvrir l'étude d'impact. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Monsieur le ministre vient de dire qu'il n'avait pas à rendre compte de quelle administration lui avait donné les informations et les chiffres et à quelle date. Il méprise la Constitution. Après ces longs échanges qui, pour les députés d'opposition, ont au moins eu le mérite d'éclaircir les débats, on en vient enfin au vote de l'article 2 sur la création d'un index senior. Un vote qui va réserver une surprise. Nous en avons donc fini des amendements à l'article 2. Michel, on est bon dans les délais? Donc je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre, 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Après se camoufler pour la majorité, les oppositions sont revigorées. Elles vont attaquer le gouvernement sur un autre volet de la loi, le dispositif sur les carrières longues. Monsieur le ministre Dussopt, la Première ministre, lors des questions au gouvernement il y a quelques heures, a fait une annonce importante sur l'évolution des carrières longues. La tenue de nos débats nécessite que nous puissions être informés de tout. Nous sommes en train d'examiner, de poursuivre l'examen. Nous avons compris que le gouvernement allait déposer au titre de cet article un amendement hors délai. Il est absolument capital pour que nous puissions poursuivre sereinement les débats que vous précisiez, monsieur le ministre, les choses. La première, c'est de bien nous préciser les conditions de cet amendement. A-t-il été déposé, d'une part? Et s'il a été déposé, je vous demande de répondre à deux questions. Pouvez-vous nous assurer que celles et ceux qui, dans le dispositif de carrière longue, ont commencé à travailler à 16 ans et à 18 ans, partiront bien avec 43 annuités de cotisation et non 44, comme c'est le cas aujourd'hui et comme semble l'avoir annoncé la Première ministre. La deuxième question que je vous pose, monsieur le ministre, est de savoir quel est l'impact financier de cette mesure-là. J'ai cru comprendre par votre bouche que cette mesure, un peu folle, comportait un impact financier de plus de 10 milliards d'euros. Il est capital que la représentation nationale, au moment où elle examine ce texte-là, soit informée du périmètre précis de cet amendement nouveau du gouvernement hors délai et nous précise l'impact financier. Nous en avons besoin pour continuer à débattre sereinement sur la suite de ce texte. Le débat parlementaire, il se fait comme cela. Les annonces sont positives, manifestement. Elles méritent d'être précisées. Pour ceux qui ont commencé en carrière longue à 16 ans et à 18 ans, pouvez-vous nous assurer qu'ils ne feront pas plus de 43 annuités de cotisation? Je vous remercie. La Première ministre, après avoir travaillé avec de très nombreux parlementaires, de la majorité, mais aussi de votre groupe politique, et je pense notamment à M. Ciotti, comme responsable de votre famille politique, et à M. Marlex, a annoncé tout à l'heure qu'elle avait entendu la nécessité que, dans le cadre des dispositifs de carrière longue, qui aujourd'hui sont organisés autour de 3 bornes d'âge, 16, 18 et 20 ans, il puisse y avoir une 4e borne d'âge, sans que cette borne d'âge puisse aller au-delà de 21 ans. Pourquoi cela? Parce que ça permet, en créant une 4e borne d'âge, sans que celle-ci aille au-delà de 21 ans, et c'est ainsi que l'amendement sera rédigé. Cela permet d'intégrer dans le dispositif carrière longue ceux qui commencent au cours de leur 20e année et qui, du fait du relèvement de l'âge,
seraient amenés à travailler 44 ans. Monsieur le ministre, le gouvernement a déposé hors délai hier un amendement pour faire évoluer manifestement le dispositif des carrières longues. Voilà près de 24 heures que nous vous posons incessamment la même question. Cet amendement-là ne précise rien sur le dispositif des 16 ans et des 18 ans. Nous avons tout entendu sur cet amendement du gouvernement. Il devait coûter 10 milliards d'euros. Nous ne savons toujours pas combien il coûte aujourd'hui. Le gouvernement a déposé un amendement dont nous n'avons pas l'évaluation financière. Nous vous demandons de nous répondre pour la sincérité des débats. Combien va coûter l'amendement que le gouvernement a déposé ? J'ai bien vu qu'il y a des accords qui semblent un petit peu compliqués entre nos collègues Renaissance et LR. Et donc je pose une question qui est tout à fait extérieure à leurs enjeux et à leur coalition de briques et de broc. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse sincère, comme le prévoit l'alinéa 7 de l'article 100, sur la question suivante: pourquoi certains partiront à 43, d'autres partiront à 44, et pourquoi à 2 mois d'écart d'anniversaire, on prend 1 an en plus? La question a été posée par nos collègues républicains. La question est posée de manière récurrente par les groupes de gauche ici présents. Comment ça se fait que on devra cotiser 43 ans quand on a commencé à 18 ans, 44 ans quand on a commencé à 19 ans, avec les années paires et les années impaires. Madame la Présidente, nous demandons à ce que le ministre réponde, qu'il ait du temps pour consulter ses services. Nous demandons une suspension de séance pour avoir une réponse au retour de cette suspension. On a eu une suspension de séance, on l'a demandé pour avoir une réponse simple. Est-ce que les travailleurs perdent les années paires ou est-ce qu'ils perdent les années impaires? Et on n'a toujours pas de réponse des ministres, Madame la Présidente. Monsieur Ruffin. L'amendement déposé par le gouvernement sur les carrières longues fait débat puisque nous sommes dans l'incapacité de mesurer l'impact financier de cet amendement, ni même dans l'incapacité de savoir combien de personnes seraient concernées par cet amendement de pacotille. Je demande donc, au titre de l'article 98, alinéa 1, que le gouvernement nous éclaire sur l'évaluation préalable de cette fausse concession, de cette fausse promesse, de cet amendement de pacotille pour que nous puissions délibérer en toute connaissance de cause. Effectivement, Monsieur Attal, vous n'avez pas répondu à ma question, qui est la question qui taraude tout l'hémicycle. Quant à ce nouveau couac de la Première ministre devant les députés ce mardi, je la cite pour que vous ayez bien en tête: « J'ai pris un engagement qui pose le principe, dès lors qu'est atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas pour les carrières longues de durée de cotisation supérieure à 43 ans. » Et un peu plus tard, les services de Matignon nous ont transféré un tableau dans lequel on nous explique que ceux qui commencent à 16 ans travailleraient 44 ans, à 18 ans, c'est-à-dire les bacheliers, les titulaires de CAP, travailleraient 44 ans, mais ceux qui commencent à 17 ans travailleraient à 43 ans. C'est l'injustice, Monsieur Attal, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui... Si vous voulez des réponses à vos questions sur les carrières longues, c'est assez simple, il suffit d'aller à l'article 8, il suffit de retirer vos amendements et enfin vous aurez les réponses. On découvre la présence du ministre du Travail qui jusqu'à maintenant a été très discret dans cette séance. C'est une bonne nouvelle, ce réveil. Puisqu'il est là, on lui demande, pour la sincérité des débats, de nous expliquer pourquoi ceux qui ont commencé à 19 ans vont devoir travailler 44 années. Expliquez-nous, vous avez fait la roue de la fortune et c'est tombé sur pas de chance pour ceux qui ont commencé à 19 ans. Vous êtes là, vous êtes au banc des ministres, vous devez une réponse aux parlementaires avant de passer demain matin à France Inter. Ces débats amènent les députés jusqu'au terme du temps imparti pour l'examen de la loi. Le retrait de plusieurs milliers d'amendements par les députés de gauche n'y suffira pas. Le vendredi 17 février au soir, c'est la dernière séance. Le constat est clair, les principaux points de la loi n'auront pas le temps d'être examinés ni votés. Pour beaucoup de députés, le bilan est amer. Des millions de personnes ont eu les yeux braqués sur nous, espérant des réponses à un projet de loi qui engage leur avenir. Tout ce que nous avons su leur offrir, ce sont des invectives, ce sont des polémiques stériles à usage interne. Les retraites, la durée de cotisation, la pénibilité du travail, bien des questions, les seniors, bien des questions auraient pu être traitées en examinant sur le fond quelques centaines d'amendements. Point n'était besoin d'en déposer des milliers et moins encore des dizaines de milliers. L'objectif des rédacteurs, évidemment, était de bloquer le projet et de discréditer le gouvernement. Moi, mon sentiment, je vais vous le donner, c'est que
c'est l'Assemblée nationale qui sort discréditée de ce débat. Et pire encore, c'est le jeu démocratique qui sort discrédité de ce débat. J'ai le sentiment que nous avons donné un élan extraordinaire au populisme, un élan extraordinaire à tout l'anti-parlementarisme, un élan extraordinaire à l'abstention, un élan extraordinaire au parti de l'ordre. Voilà la réalité. J'espère de tout mon cœur que nous n'aurons pas à regretter tous ces errements. Merci. Vous savez, le temps passe. Dans 10 minutes, les débats seront finis. Nous vous avions demandé à plusieurs reprises d'ouvrir une séance le week-end pour qu'on puisse continuer ces débats-là que Monsieur le ministre vient de rouvrir de par le fait qu'il n'arrive pas à être clair. Mais soyez assurés d'une chose, peut-être que ce soir à l'Assemblée, les débats seront terminés. Ici, nous sommes 150, mais là-bas dehors, nous sommes 27 millions de salariés. Et le débat vient de commencer. Chers collègues, il vous restait 2h30 pour finalement rompre avec le déshonneur que vous avez eu depuis le début. Vous avez méprisé vos alliés, vous avez méprisé vos partenaires, vous avez méprisé les syndicats, vous avez méprisé l'Assemblée nationale, vous avez en sorte méprisé les Français tout au long de cet examen. Je pensais que vous étiez un peu moins insoumis que ça. Vous êtes soumis à celui qui n'est même plus député et qui par plusieurs fois a été battu à l'élection présidentielle. On n'est pas rentré dans le fond de la discussion sur les métiers pénibles, monsieur le ministre, et pourtant, Dieu sait si c'était un sujet important qui aurait pu, je pense, tous nous rassembler. Comment on prévient les difficultés que connaissent les gens qui ont dans des carrières difficiles, dont on sait qu'ils ne pourront pas aller au bout dans ces métiers. Comment on les reconvertit? On n'a pas parlé des solutions de politique familiale pour aider les femmes à continuer leur carrière tout en ayant des enfants. On n'a pas parlé des questions de la fraude sociale, des 1 400 000 retraites versées sur des comptes à l'étranger, dont les Français savent que malheureusement il n'y a pas assez de contrôle. J'espère, monsieur le ministre, que le Sénat pourra aborder tous ces sujets. J'espère que vous reprendrez les amendements que le gouvernement a déposés. Je pense notamment à la question des retraites en Outre-mer. Nos compatriotes d'Outre-mer attendaient aussi beaucoup de ce débat parce que le niveau des pensions y est bien inférieur. Je vous remercie d'avoir accepté l'amendement de notre collègue Mansour Kamardine qui permettra de remonter de 150 € le minimum vieillesse à Mayotte. Et on compte sur le Sénat pour faire un travail que nous n'avons malheureusement pas pu faire ici à cause de députés de la France Insoumise. Vous pouvez apaiser un pays uni contre votre réforme. Vous pouvez revenir à la raison, respecter notre démocratie. Le Parlement ne pourra pas, il reste 6 minutes, délibérer sur cette loi parce que vous avez choisi un calendrier parlementaire contraint. Messieurs les ministres, apaisez le pays, respectez notre démocratie, respectez les principes républicains et la République sociale. Retirez votre réforme. Nous arrivons désormais au terme de nos débats. Les dispositions de la Constitution, dans son article 47-1, et de la loi organique, dans son article 111-7 du Code de la Sécurité sociale, prévoient que l'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. C'est donc dans le respect de la Constitution que nos débats doivent désormais prendre fin. Ce délai s'achève ce soir. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen du texte sans réduire le temps que le Sénat doit avoir. En application de l'article L. 111-7 du Code de la Sécurité sociale, l'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte, le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Je vous remercie, monsieur le ministre. Conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin par la conférence des présidents, nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi. Je suspends la séance.
Après cet examen homérique ici à l'Assemblée et un passage au Sénat, la loi reviendra au Palais Bourbon une semaine plus tard. L'exécutif décidera alors de recourir au 49.3. 2 motions de censure seront déposées contre le gouvernement. Leur échec signera finalement l'adoption de la loi par le Parlement. Voilà, c'est la fin de ce numéro des Grands Débats. À bientôt sur LCP.